Marie-Laure Bouchard, qui est directrice d'Unicité, et donc moi je suis Gilles Vullin, directeur général de l'association Le Pont, d'animer une table ronde autour du bénévolat et des services civiques. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre, et peut-être que d'autres personnes nous rejoindront. Alors bon, pour ceux qui ne connaisseraient pas Le Pont, je vais vous présenter l'association en quelques minutes. Je vous fais fuir, alors non, ça va pas du tout ça. Voilà, donc Le Pont, c'est une association qui a été créée en 1977 pour héberger des personnes sortant de prison. Donc on gère aujourd'hui une quarantaine d'établissements et services différents sur l'ensemble du département de la Saône-et-Loire. Donc l'activité historique du Pont, c'est l'hébergement d'insertion. Donc on a un CHRS de 155 places, dont 45 places en collectif, donc au Creusot et à Mâcon pour les places en collectif. Et puis on a aussi un certain nombre de places d'hébergement d'urgence, une soixantaine en tout, réparties sur le département et plus particulièrement sur le Grand Mâconnais ou sur le Creusot-Monceau. Rattaché à ce CHRS, on a des services d'accompagnement et de réinsertion sociale. Donc l'idée des SARS, c'est d'être au plus près des personnes en grande précarité sur les milieux, les secteurs ruraux, donc le Brionnais, l'Autunois-Morvan, la Bresse. Voilà, donc ce sont des travailleurs sociaux qui vont directement auprès de ces personnes. Ensuite, on a un certain nombre de dispositifs de ce qu'on appelle la veille sociale. Donc on gère le SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation, qui est un service qui permet la coordination, l'orientation des personnes en hébergement d'urgence, en hébergement d'insertion. On gère le 115 de ce fait et on oriente, quand il y a une place, les ménages, les personnes seules ou les familles sur les différentes structures d'hébergement d'urgence de Saône-et-Loire. Voilà, on a 2 accueils de jour, un à Mâcon et un à Louhans, pardon. Et puis on a aussi des services de travailleurs sociaux qui vont directement auprès des personnes sur les hébergements d'urgence, pour leur permettre d'ouvrir des droits et de travailler un accompagnement vers un hébergement spécifique. On a aussi un certain nombre de services d'accompagnement spécifiques liés au logement, donc des services d'accompagnement de personnes pour leur permettre de ne pas être expulsés de leur logement, donc avec des financements de l'État ou pour un autre service du département. On a des services d'accompagnement par le soin, donc des agents de santé qui sont des infirmières, 5 sur le département, qui accompagnent des personnes en grande vulnérabilité autour des dispositifs de soins psychico-somatiques. Et puis on a des lits halte soins santé, donc c'est des personnes qui, sans domicile fixe, sortent d'hospitalisation et ont besoin à la sortie d'hospitalisation d'un traitement de 3 à 6 mois sur un lieu dédié. Et donc les LHSS, les lits halte soins santé, sont sur les CHRS collectifs. Voilà, on fait de l'accompagnement socio-professionnel avec un dispositif qui est financé par le département, et on a aussi 450 mesures pour des majeurs protégés, un service de mandataire judiciaire, donc des personnes qui sont sous curatelle ou sous tutelle. Voilà, l'autre gros service du Pont, c'est tout ce qui concerne les politiques migratoires. On a des CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, 230 places, répartis sur le département, plus particulièrement sur Mâcon, Cluny, Tournu, et puis sur la communauté urbaine, le Creusot-Monceau. On a aussi l'équivalent d'un CADA qui est l'HUDA, hébergement d'urgence de demandeurs d'asile, 110 places. Et on a ouvert l'an dernier un centre provisoire d'hébergement, donc c'est pour des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, 50 places, donc qui sont aussi réparties sur l'ensemble du département. Voilà, dernier secteur, l'insertion par l'activité économique, donc 2 ateliers chantiers d'insertion, EcoCook, donc qui a nourri les participants au salon aujourd'hui, et donc qui est une conserverie alimentaire, et donc Ecosol, qui est une ressourcerie. Enfin, on développe aussi des dispositifs expérimentaux. Donc avec la Directe, on a un dispositif dans le cadre d'une convention de revitalisation, et puis on accompagne aussi des familles yézidis avec la communauté de Thésée. Voilà, donc le Pont, c'est 220 salariés, dont une quarantaine en insertion sur nos ateliers chantiers d'insertion. Nous sommes présents sur 9 communes, avec sur chacun des territoires, des plateformes de services qui regroupent les différents services que je vous ai présentés.
Et donc notre pratique, c'est d'être au plus près des personnes en grande précarité, en grande vulnérabilité. Et puis c'est aussi une démarche d'accompagnement en allant auprès de ces personnes avec de nombreuses visites sur leur lieu de vie ou à domicile, quand elles ont un domicile. Voilà, et nous sommes dans une perspective de fusion avec la Croisée des Chemins, qui est une association chalonnaise qui est aussi sur le même type de politique publique que le pont, au 1er janvier 2020, donc perspective de fusion-absorption. Alors le bénévolat au pont, puisque c'est le sujet de cette table ronde, c'est une volonté associative et en particulier depuis 3 ans, une volonté de développer ce bénévolat. Alors on a une pratique historique au pont au sein d'un dispositif qui s'appelait, alors on ne le gère plus, l'Utilia, Clé 71 l'Utilia. On avait à l'époque 2 salariés, une quarantaine de bénévoles sur Mâcon, qui accompagnait des personnes dans le cadre d'un accompagnement autour du problématique d'illettrisme, de français langue étrangère. C'est un dispositif qu'on a dû fermer il y a 2 ans suite à l'arrêt d'une subvention d'un de nos partenaires. Et donc, pour permettre aux 40 bénévoles aussi, et puis pour répondre aux besoins des publics qu'on accompagne au sein des centres d'accueil de demandeurs d'asile, entre autres, et du CPH aujourd'hui, de l'HUDA, et pour permettre aussi aux bénévoles qui voulaient continuer à s'engager dans de l'accompagnement autour du français langue étrangère, on a négocié avec les services de l'État un poste de coordinatrice. Donc c'est Samira qui participe à la table ronde, qui vous expliquera un peu qu'est-ce qu'elle fait avec l'ensemble de ces 40 ou 50 bénévoles, même peut-être plus aujourd'hui, sur Monceau, Creusot, Mâcon, Tournu et Cluny. Et puis volonté aussi de développer le bénévolat, donc à travers nos moyens de communication, le site internet, avec aussi des articles dans la presse, et puis par le bouche à oreille. Alors comment ça se passe le bénévolat au pont? Aujourd'hui, donc l'objectif, c'est dans un premier temps de pouvoir rencontrer chaque bénévole. Alors souvent c'est un cadre de l'association, ou c'est Samira dans le cadre de son poste de coordinatrice, pour voir un peu quelles sont les compétences dont on a besoin. L'idée du bénévolat, c'est de se dire, voilà, on a quelque chose, un savoir faire, un savoir-être qu'on peut apporter, mais pour nous, c'est important que ce soit un peu cadré au départ pour que les choses soient claires et que l'investissement d'un bénévole se passe le mieux possible. Donc on échange autour des souhaits du bénévole, de nos besoins, de ce que peut transmettre le bénévole, de quel type d'activité aussi ou mission il peut proposer, et puis bien sûr au niveau organisation, quelles sont ses disponibilités. Nous avons aussi élaboré il y a quelques années une charte du bénévolat qui rappelle un peu les missions de l'association, la place du bénévole, les droits du bénévole et puis les obligations de chacun. C'est aussi un support d'échange avec le bénévole pour voir si effectivement il se retrouve ou pas dans ce qu'on pourra mettre ensemble au service des personnes accompagnées par le pont. Il y a aussi une convention d'engagement qui précise un peu l'organisation des interventions et quels sont les engagements réciproques de l'association et du bénévole. Ensuite, quand le bénévole effectivement il est en place, l'idée c'est de savoir un peu, c'est de lui proposer une forme d'accompagnement. Donc alors dans le cadre du français langue étrangère, qui est quand même notre plus gros panel de bénévoles au sein de l'association, Samira vous expliquera un peu comment ça se passe. Mais l'idée, c'est d'être en lien direct avec chaque chef de service sur un site, c'est-à-dire que l'ensemble des sites du pont, où se retrouvent un certain nombre de professionnels des différents services ou établissements que je vous ai présentés, sont sous la responsabilité d'un chef de service. Et donc le bénévole, il est aussi en lien direct avec le chef de service ou la coordinatrice pour le français langue étrangère. On organise aussi chaque année une réunion entre les bénévoles et la direction, que j'anime. Alors une sur le territoire du Mâconnais et puis une sur le Creusot-Monceau. Et les bénévoles peuvent aussi participer sur des temps spécifiques à des réunions avec les équipes de professionnels pour échanger un peu sur les fonctions de chacun et sur les difficultés rencontrées, comment faire évoluer les pratiques, etc. L'axe à développer aujourd'hui dans l'accompagnement des bénévoles, c'est la question de la formation. Donc dans le cadre du français langue étrangère, les bénévoles bénéficient effectivement de formations spécifiques par Samira, mais l'idée c'est aussi de pouvoir développer des formations. Alors on a déjà mis en place des formations
autour de la gestion des situations de violence, les conduites addictives. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer, de pouvoir permettre à des bénévoles, de pouvoir se former par rapport à leur mission spécifique auprès d'un public en grande précarité. Les différents types de bénévolat qu'on a aujourd'hui au sein du pont, alors ça concerne, donc je me répète, le français langue étrangère. On a aussi une équipe de bénévoles qui vient de démarrer d'ailleurs en début de semaine le SAMU social sur Mâcon. Hein. Donc le SAMU social, c'est une maraude auprès des personnes à la rue sur l'agglomération mâconnaise. Au sein de nos 2 accueils de jour de Mâcon et de Châlons, on a aussi des bénévoles alors qui peuvent participer par exemple à l'accueil de jour de Louhans, à la préparation des repas. C'est aussi accueillir ces personnes au sein de l'accueil de jour, pouvoir avoir des échanges avec eux, en lien bien sûr avec les professionnels. Et puis c'est proposer des activités spécifiques pendant la journée au sein de ces accueils. On a au sein du pont aussi des bénévoles autour de la ramasse alimentaire. Hein. Donc la ramasse alimentaire, ça concerne EcoCook, hein, puisque EcoCook, l'idée c'est de ramasser les surplus alimentaires des grandes et moyennes surfaces auprès des producteurs agricoles et en fonction de ce qu'on ramasse, de proposer des repas soit au grand public, on a un magasin à Mâcon, soit des repas à l'accueil de jour pour les personnes qui fréquentent l'accueil de jour, pardon, et pour les personnes hébergées au CHRS de Mâcon. Dans les autres activités aussi qu'on propose aux bénévoles, il y a une activité aussi de réparation au sein de notre ressourcerie Ecosol. Donc on a un bénévole spécialiste pour le bois, on a une bénévole aussi autour des questions des activités de couture. Et puis au sein du magasin de la ressourcerie de Cluny, on a un café répère. Donc c'est les personnes qui ont des appareils électroménagers, qui veulent faire réparer leur appareil, qui viennent auprès de bénévoles qui font une permanence toutes les semaines, le mercredi après-midi, sauf erreur de ma part, et qui voilà, offrent leur service à la population clunisoise. On a aussi au sein de la ressourcerie des bénévoles autour du tri de livres, de jouets, et on recherche voilà, d'autres bénévoles encore pour développer l'activité de la ressourcerie ou d'EcoCook. Les bénévoles aussi participent à des événements spécifiques. Hein. Par exemple, il y a eu les portes ouvertes des ressourceries, la semaine des portes ouvertes des ressourceries au mois d'octobre. On a eu un certain nombre de bénévoles qui sont venus donner la main aussi autour de des espaces de vente. On a eu la semaine du réemploi à Mâcon, où on a des bénévoles qui sont intervenus aussi en lien avec les salariés en insertion ou les encadrants techniques. On a une bénévole aussi, même 2 maintenant, spécialistes de la communication. Hein. Donc on a, avec Catherine ici présente, reconstruit le site internet, l'intranet, et puis tout réfléchi un peu sur la politique de communication de l'association et le développement de supports spécifiques de communication. Enfin, on a des bénévoles qui sont plus sur des tâches administratives au sein d'EcoCook, hein, autour d'un logiciel de traçabilité, puis aussi sur des conseils en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Et les bénévoles aussi qui ont une place indispensable sans laquelle le pont n'existerait pas, c'est les 18 bénévoles qui sont membres du conseil d'administration, avec bien sûr des missions autour de la gouvernance, de la représentation politique, du partenariat avec les différentes institutions et services, et enfin des groupes de travail internes avec les salariés. Voilà, donc pour terminer, aujourd'hui le pont c'est 122 bénévoles, ça représente quand même entre 8 et 9 ETP, donc si on transfère les 8 à 9 bénévoles du pont, donc c'est 13 000 heures d'engagement bénévole, ça représente au moins 250 000 € si on part sur un salaire au SMIC. Ce qui est quand même énorme. Hein. Le budget du pont, c'est 12 millions et demi d'euros aujourd'hui. Voilà, donc ça veut dire que l'engagement bénévole au sein du pont, des 122 bénévoles, ça permet une plus-value de 250 000 €. Voilà, je vais laisser la place à Catherine qui va lire un témoignage donc, de François, donc, qui est bénévole au sein du SAMU social et aussi en français langue étrangère, qui n'a pas pu venir au dernier moment présenter un peu son témoignage. Et donc Catherine, qui est la spécialiste de la communication au sein du pont, va vous lire le témoignage de François. Merci. Merci.
Non, je le lis avec d'autant plus de bonheur que je suis bénévole et que j'adhère complètement à son témoignage. Voilà. Alors, donc, il s'agit du témoignage de François Berger. Après la fin de mon activité professionnelle en juin 2018, j'ai souhaité donner plus de sens à une partie de mon temps libre au travers des activités bénévoles. Je me suis alors mis en recherche d'organismes ou d'associations ayant besoin de bénévoles dans le secteur social. J'ai passé 35 ans de ma vie professionnelle dans le social et je souhaitais poursuivre mes activités dans cette voie. Ce fut comme une recherche d'emploi, avec bien sûr un enjeu bien moindre toutefois, avec l'aide de motivation, appel téléphonique. Et comme pour une demande d'emploi, des déceptions. Pas de réponse donnée aux propositions, ou alors des surprises. On me prévenait que certains bénévoles étaient en place depuis près de 15 ans et qu'ils voyaient arriver avec suspicion de nouveaux bénévoles qui pouvaient avoir d'autres idées d'organisation. C'est connu. Je suis alors tombé par hasard dans le journal de Saône-et-Loire sur une demande de l'association Le Pont qui cherchait des bénévoles pour la campagne hivernale des maraudes sur Mâcon dans le cadre du 115, le SAMU social. J'ai pris contact rapidement et j'ai été reçu dans les 48 heures par une responsable, cadre de l'association. Celle-ci a pris beaucoup de temps, plus d'1 heure, à me présenter l'émission, le fonctionnement de l'association, mais aussi les valeurs qui correspondaient pleinement à ce que je souhaitais. J'ai démarré mi-novembre les maraudes pendant toute la campagne hivernale et une partie de l'été dernier. Cela n'a pas été facile, notamment au démarrage. Mais l'accompagnement des professionnels m'a beaucoup aidé à passer ce cap. J'ai pris ensuite un nouvel engagement bénévole, toujours auprès du Pont, avec les cours de français livrés auprès de jeunes majeurs qui sont dans l'attente de leur titre de séjour. J'accompagne actuellement 2 fois par semaine un jeune Guinéen. Là aussi, j'ai été longuement reçu par la coordinatrice des cours de français langues étrangères et à ma demande, j'ai pu suivre un cours donné par un autre bénévole, ceci pour me rassurer. Et depuis cette semaine, je viens de repartir pour une nouvelle saison de maraude le soir. Après 1 an de bénévolat associatif, je peux tirer un premier bilan. Tout d'abord, j'apprécie l'engagement du Pont auprès de ses bénévoles. C'est une véritable politique du bénévolat qui a été mise en place avec information, soutien et accompagnement. On se sent épaulé dans nos missions et avec les professionnels avec qui on travaille, règne un sentiment de confiance réciproque. Autre élément que j'apprécie, c'est le statut bien particulier du bénévole. Pas de lien salarié, pas de lien hiérarchique comme on l'a dans un contrat de travail. Cela donne une certaine liberté d'agir et de parole qui me convient bien. J'en use. J'espère ne pas en abuser. Je n'hésite pas d'en faire part lorsqu'un élément me dérange. Un exemple, suite à la campagne des maraudes hivernales, une réunion bilan-évaluation a été organisée en juin dernier avec les professionnels et les bénévoles. J'ai pu m'y exprimer et j'ai eu la satisfaction de voir à la réunion de lancement de la nouvelle campagne que les pistes d'amélioration avaient été prises en compte. Enfin, je souhaiterais évoquer tout ce que le bénévolat induit sur un plan personnel. J'espère apporter auprès des personnes que j'accompagne, que ce soit en maraude ou en cours de français, un tout petit plus. C'est en quelque sorte la goutte d'eau du colibri de Pierre Rabhi. Mais en retour, et cela s'est construit au fil des mois, les bénéficiaires m'apportent énormément, que ce soit en leçons de vie, en courage, en découverte, leur apport est énorme. Et pour moi, c'est très nourricier. Alors, vive le bénévolat, quel qu'en soit le domaine. Je propose qu'on applaudisse François, qui a très bien... Samira, Bon, c'est bon.
Du coup, je vais compléter ce qui a été dit sur l'accueil des bénévoles à l'association Le Pont et mon travail de coordinatrice, puisque François, qui vient de témoigner, travaille en partie et bénévole sur des cours de français. Donc voilà, comme vous l'avez compris, les bénévoles qui interviennent sur le dispositif français langue étrangère, ils donnent des cours de français et bénéficient de la part des professionnels de l'association d'un soutien pédagogique et de modules de formation de base pour leur permettre d'enseigner les fondamentaux de la langue à des demandeurs d'asile. Donc ils interviennent sur un moment très important dans la vie des personnes accueillies en France, puisqu'ils agissent dès l'arrivée, dès l'accueil. Et ils viennent donc enrichir le quotidien pendant une période inactive due à la procédure d'asile qui est souvent longue et difficile. Donc ils trouvent absolument toute leur place sur ces trajectoires de vie. Donc mon rôle principal à l'association, c'est la mise en relation entre les bénévoles et les futurs apprenants. Donc d'une part, j'évalue le niveau des publics accueillis pour me permettre de constituer des petits groupes de niveau homogène. Et d'autre part, je recrute les bénévoles. Et ensuite, je supervise des dispositifs qui représentent à peu près 50 bénévoles sur le département. Ça représente concrètement, c'est Mâcon, Cluny, Tournu, Le Creusot et Monceau. Donc les bénévoles sont recrutés selon des critères différents, mais ce qui leur est principalement commun, c'est surtout l'envie et la sincérité d'aider l'autre et de s'enrichir de ces rencontres. Certains ont déjà enseigné, d'autres non, et pratiquent même des métiers totalement différents. Donc la majorité des bénévoles sont retraités, mais de plus en plus de personnes actives s'engagent sur leur demi-journée de congé hebdomadaire pour venir aider les populations qui arrivent. Donc le premier entretien me permet de faire connaissance avec le bénévole, de cerner ses motivations, ses disponibilités, ses besoins, et puis de lui expliquer aussi le cadre de la mission, les caractéristiques des publics, la charte de l'association, les valeurs de l'association, mais aussi ses limites dans l'accompagnement des publics. Donc je présente les outils pour enseigner le français, et voilà, ces outils sont mis à disposition sur tous les sites. Et voilà, c'est en guise de premier conseil pédagogique et méthodologique pour que le bénévole, avant d'arriver sur des cycles de formation, puisse démarrer. Donc voilà, il a concrètement des thèmes de la vie quotidienne à aborder pour construire ses premières séances. Donc le deuxième entretien avec le bénévole, donc voilà, c'est ce que François disait, on prend du temps avec chaque accueil de bénévole, mais c'est vraiment très important. Le deuxième entretien, il permet de lui présenter les futurs apprenants, donc soit un apprenant, soit un petit groupe. Et du coup, cet entretien permet aussi à nouveau de reparler de la charte et là de signer une convention. Donc le bénévole signe une convention avec l'association, il s'engage sur un temps défini à être constant dans sa mission. L'apprenant signe pour lui aussi s'engager et prévenir en cas d'absence. Et l'association s'engage à apporter un cadre sécurisant, formateur aux bénévoles. Donc voilà, certains bénévoles, en plus de ces conseils, souhaitent participer à des séances d'observation. Donc s'ils ne peuvent pas venir sur une de mes séances à cause de la situation géographique, ils sont confiés à des bénévoles plus expérimentés qui assurent le relais. Voilà, donc après la mise en place des premiers cours, je reste en veille et disponible pour conseiller sur le choix des ressources. Donc j'organise aussi régulièrement sur chaque site des temps de réunion pédagogiques qui vont permettre aux bénévoles entre eux de se présenter, de se rencontrer et d'échanger sur leur expérience. Et ce sont des temps extrêmement importants pour le sentiment d'appartenance à une association et pour le sens donné à leur engagement. J'organise aussi des temps plus formels de formation pure, on va dire, dans le but qu'ils puissent se saisir d'un maximum de clés pour l'enseignement du français langue étrangère à des adultes de cultures différentes. Voilà, donc ce sont des modules qui sont découpés en 2 ou 3 séances proposées tout au long de l'année. Et voilà, ils permettent au bénévole d'exercer sa mission, même s'il n'a pas suivi le cycle de formation, mais tout en alternant avec des rencontres pédagogiques, des conseils pédagogiques et des outils de formation, d'assurer sa mission. Donc voilà, donc l'intervention des bénévoles à raison en gros d'un cours régulier par semaine permet au public accueilli d'acquérir les premières notions en français pour interagir dans la vie quotidienne et favorise aussi des échanges importants et capitaux en termes de lien social. Très souvent, les demandeurs d'asile, ce qui les fait se lever quotidiennement, c'est quand même les cours de français que les bénévoles proposent. Donc, ce sont des bases nécessaires pour comprendre les codes culturels de notre pays et pour faciliter leur insertion sociale. Voilà, par exemple, sur plusieurs mois, une personne accueillie, grâce aux bénévoles, peut atteindre un niveau intéressant. Et si bien qu'une fois devenue réfugiée, sa maîtrise des bases et son immersion dans la vie locale vont lui faciliter largement la compréhension des formations linguistiques et professionnelles qui vont lui être proposées après par l'État. Donc voilà, donc l'investissement des bénévoles permet aussi aux personnes accueillies
de faire du bénévolat dans les associations caritatives locales et du coup de mettre en pratique le français et de retrouver un sens à leur nouvelle vie en prenant une place d'acteur dans la société. Voilà le rôle de nos bénévoles. Vu qu'on a beaucoup de volontaires, je voudrais savoir, est-ce que les volontariats se déplacent au domicile de certaines personnes? Du coup, moi, je fais en sorte que les bénévoles ne se rendent pas à domicile des personnes pour justement se protéger en fait de la vie des personnes et garder une distance comme les bénévoles ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas l'analyse de pratique régulière et je pense que, enfin je l'ai vu aussi, hein, des bénévoles qui rentrent trop dans le domicile des personnes ont du mal après à se séparer de la mission et de la vie des personnes. Donc j'évite, enfin moi sauf force majeure, je déconseille fortement aux bénévoles de le faire. Merci. Bonjour, moi je voudrais savoir si vous intervenez sur Chalon-sur-Saône. Est-ce que vous avez des bénévoles qui interviennent sur Chalon? Voilà, moi je travaille dans le social, je rencontre beaucoup de déboutés du droit d'asile et on cherche des lieux pour que les gens apprennent le français. Voilà. Donc sur Chalon, je viens d'entendre que pas encore. Eh ben, c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup de monde. Pas il y a encore. Beaucoup de monde. Pas encore, c'est positif. Ouais. Donc c'est Pas une encore. demande. Ouais. Pas encore, puisque si vous voulez, au niveau du français langue étrangère, et en particulier au niveau des établissements, centres d'accueil de demandeurs d'asile, HUDA, hébergement d'urgence de demandeurs d'asile, aujourd'hui à Chalon, c'est l'association La Croisée qui accompagne ces demandeurs d'asile. Et bon, j'expliquais donc qu'on était dans un rapprochement avec une fusion-absorption au 1er janvier 2020. La Croisée, historiquement, n'a pas de bénévoles qui accompagne dans le cadre du français langue étrangère les demandeurs d'asile ou éventuellement les réfugiés. Par contre, c'est vrai que la question va se poser puisque, je dirais, en termes d'équité départementale, voilà, on va développer comme on l'a fait par exemple dernièrement à Louhans avec l'ouverture de places CADA ou HUDA, pardon, CPH. On a des bénévoles français langue étrangère à Louhans depuis peu de temps parce qu'on a ouvert des places CADA et CPH et qu'on peut imaginer qu'effectivement au courant d'année 2020 on va essayer de développer aussi peut-être ce type de travail, quoi, hein, voilà. Donc ce sera peut-être une mission supplémentaire qui sera confiée à Samira. C'est un scoop. Ouais, c'est vrai que je me suis déplacée plusieurs fois à Louhans et j'invite aussi les bénévoles du coup à Louhans de se déplacer à Tournu quand j'organise des modules de formation pour... Oui, mais du coup voilà, on trouvera des... C'est énorme quoi, on n'a que... Ouais. Non, mais je sais. Ouais. Mais je pense qu'on trouvera des solutions. Je propose à Marie-Laure d'intervenir. Pour l'ordinateur. Est-ce que vous prenez l'ordinateur? Sinon, c'est pas grave, on va faire sans. Merci. Alors. On a Laura Silvia qui est service civique au CHRS pour des histoires de timing et vous voulez intervenir avant puis vous présentez peut-être publicité si ça vous dérange pas. Après, c'est juste. Allez-y, oui, bien sûr. Venez. Youpi. Il y a de la place, installez-vous. Après, ça va être une présentation assez rapide, je pense. Donc, moi, je suis Laura Cilia, je suis service civique du CHRS. Donc, c'est le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Mes missions, je vais pas tout détailler, mais c'est surtout à la base de faire des activités entre les résidents et les travailleurs sociaux, que ce soit les maîtresses de maison. C'est pour entretenir en fait le lien entre les résidents et
les travailleurs sociaux. Mais aussi, je peux intervenir dans dans tout ce qui est plus individuel, les projets individuels, tout ce qui est travail de groupe, c'est très important. J'ai oublié mon petit papier. Mais voilà, en gros, mes missions, c'est ça. J'ai choisi le service civique parce que je voulais en fait avoir une expérience dans le social. Et vu que j'ai pas encore de diplôme, je voulais d'abord en fait avoir une expérience avant de me former. Et c'est ce qui est bien en fait dans le CHRS, c'est qu'on touche un petit peu à tout et que ça permet du coup de voir beaucoup de choses et d'avoir une expérience pour en fait finaliser un projet professionnel. Voilà. Et du coup, mon projet pro, c'est de devenir CIP, donc conseillère d'insertion professionnelle, pour mettre en place des ateliers par la suite. Donc voilà, mon service civique il m'a permis en fait de me rendre compte aussi que les ateliers, c'est quelque chose qui est important et qui me plaît vraiment. Voilà. Merci. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis là pour vous parler du service civique, justement, la transition est faite. Donc moi je représente l'association Unicité. Donc Unicité, c'est l'association qui est pionnière du service civique, c'est-à-dire que donc nous avons été créés il y a 25 ans, et donc bien avant la loi de 2010 sur le service civique. Et donc en fait les cofondatrices se sont interrogées, alors elles sortaient des SEC pour tout vous dire, et elles se sont dit, mais nous, on va arriver dans un parcours de vie qui est déjà un petit peu tracé, avec voilà, une certaine sécurité, mais il serait bien, avant qu'on s'engage dans une vie active, peut-être un petit peu toute tracée, de nous engager aussi dans une vie d'abord de solidarité, de passer du temps auprès des autres. Et elles se sont dit, on va aussi faire en sorte que ce temps passé auprès des autres, auprès des personnes qui en ont besoin, de le faire en équipe et de le faire dans la diversité. C'est-à-dire de proposer à des jeunes à la fois issus du rural, de grandes villes, de centres-villes, de quartiers politiques de la ville, prioritaires, etc. et de s'engager ensemble pour une bonne cause, pour un sujet d'intérêt général. Et c'est comme ça qu'est née Unicité en 1994. Et en 2005, voilà, peut-être que vous vous souvenez, le contexte en France était un petit peu compliqué en 2003 et en 2005 avec voilà, des émeutes, etc. Et à l'époque, c'est Jacques Chirac qui avait souhaité réunir une commission de parlementaires pour justement s'interroger et dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut offrir à une jeunesse qui est en recherche justement de sens. Est-ce qu'on peut promouvoir des actions de solidarité, justement, un dispositif pour ces jeunes. Et c'est comme ça qu'est né en fait le service civil volontaire à l'époque en 2005. Et en fait, c'est sur la base d'un audit de parlementaires, donc sur des associations en Île-de-France. Et donc Unicité a fait partie justement des personnes qui ont promu vraiment l'engagement des jeunes, ce temps de solidarité des jeunes. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né le service civil volontaire. Comme il était un petit peu lourd administrativement parlant, il a été toiletté par Martin Hirsch en 2010 pour justement essayer de promouvoir et développer cet engagement des jeunes donc sur la tranche d'âge des 16-25 ans. Aujourd'hui, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Voilà pour le côté un petit peu historique. Aujourd'hui, Unicité, c'est 80 antennes. Voilà, on a plusieurs milliers de volontaires aujourd'hui. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, qui est un petit peu la dernière petite région sur laquelle nous avons essayé de développer vraiment fortement le service civique en équipe et dans la diversité. Donc, nous avons aujourd'hui 170 volontaires. Et donc, nous avons 3 antennes, dont une à Chalon-sur-Saône. Et donc, nous rayonnons bien évidemment sur l'ensemble de les régions et donc sur l'ensemble du département. Notre ambition, clairement, c'est d'être militant du service civique de qualité. Et donc, on essaye justement d'être vraiment sur
la promotion d'un engagement réussi auprès des jeunes. Et donc, il y a une considération à avoir sur ce dispositif en matière d'accompagnement des jeunes. Pour nous, un service civique, un volontaire, c'est un jeune ou une jeune qui doit avoir accès à toutes les missions qu'il veut ou qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des missions trop exigeantes qui exigent un certain profil ou qui pourraient éventuellement ressembler à un emploi ou qui pourraient ressembler à un stage professionnalisant. Pour nous, le service civique, ce n'est pas ça, c'est avant tout d'accompagner des jeunes, quels qu'ils soient, de venir faire une mission d'intérêt général auprès de personnes âgées qui sont isolées socialement, ou de promouvoir des éco-gestes environnementaux, ou de faire de la nutrition santé auprès des jeunes issus des quartiers politiques de la ville. C'est promouvoir plein de choses qui suscitent déjà un sentiment d'utilité immédiat, que les jeunes puissent se sentir utiles, qu'ils aient aussi envie finalement de perdurer par le bénévolat, pourquoi pas après effectivement des professions pour travailler auprès de publics qui sont vulnérables et qui ont besoin aussi de notre aide, mais pas seulement. Voilà, tout un chacun peut tout à fait venir sur un service civique, c'est accessible à tous et alors nous on le promeut effectivement en équipe parce qu'il nous paraît évident qu'en plus de faire connaissance avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, avec des profils différents, un jeune qui va être infrabac peut tout à fait mener une mission d'intérêt général et de solidarité avec un jeune qui peut être très diplômé. Et ils ont tout à fait à travailler ensemble sur ce thème de la solidarité, à échanger leurs compétences, leur savoir-être. Nous avons tous et toutes des choses à apporter. Et donc les jeunes, effectivement, quels qu'ils soient, peuvent tout à fait apporter aux autres. Et le fait d'être en équipe, ça permet de se nourrir aussi des compétences de chacun, d'ouvrir aussi les yeux sur nos collègues volontaires qui n'ont peut-être pas ni le même profil ni la même situation personnelle. Et donc effectivement, par cette voie de la solidarité, d'ouvrir un petit peu les yeux de chacun et de faire émerger une envie d'être solidaire aussi avec ses pairs. Au-delà de ça, effectivement, nous aimerions aussi porter une voix sur le service civique comme étant une véritable pierre à l'édifice de la solidarité auprès de tous les publics et effectivement en complémentarité de toutes les politiques publiques qui ont du sens localement. Alors donc effectivement, on essaye de développer au plus près de nos institutionnels et au plus près de nos partenaires aussi associatifs, de développer effectivement des missions qui ont du sens, qui sont porteuses de sens. Donc voilà, nous sommes clairement une association militante de ce service civique et donc je suis aussi accompagnée par Pauline qui est elle-même volontaire en service civique, qui va venir faire son témoignage sur sa mission et surtout sur ses motivations. Voilà. Ce qui est important, lorsqu'un jeune a envie de s'engager, c'est sa motivation. Et quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelques compétences qu'il puisse avoir acquis sur son parcours, il doit pouvoir effectivement avoir accès à cette mission-là. Et c'est d'autant plus enrichissant pour tout le monde de pouvoir accueillir tous les publics. Alors effectivement, on parlait à l'instant des migrations internationales et effectivement nous accueillons des jeunes qui sont sous protection internationale ou qui ont un titre de séjour qui peut leur permettre de faire un service civique. Et donc Unicité aussi inclut des jeunes réfugiés qui ne maîtrisent peut-être pas forcément bien la langue française, mais ils sont en équipe. Et donc on va considérer que la solidarité entre les volontaires va leur permettre justement d'exprimer aussi cette envie d'aller sur le terrain, de se mélanger avec des pairs français et d'acquérir plus rapidement du coup les codes de notre société française. Moi j'ai remarqué depuis un an, maintenant un petit peu plus d'un an, on accueille donc des jeunes en service civique, des jeunes réfugiés. On s'aperçoit que non seulement l'apprentissage du français s'accélère, alors bien évidemment on met en place des cours de français à côté, mais on sent bien que la proximité et le mélange en équipe avec des jeunes français fait que l'apprentissage est plus rapide. On s'aperçoit également que l'envie finalement d'autonomie et vraiment comment dire,
d'inclusion entre pairs, qu'on soit français, qu'on soit étranger, etc., se fait finalement très naturellement et extrêmement bénéfique pour tout le monde. Et je dirais même encore plus pour nos jeunes français qui peuvent aussi ouvrir les yeux sur des parcours personnels qui sont marquants. Donc à plus d'un titre, incluons tous nos jeunes et donc à Unicité, voilà, il est très important pour nous de représenter l'image des jeunesses locales. Voilà, des jeunes en situation de handicap, des jeunes qui sont sortis d'un parcours scolaire un petit peu tôt, etc. Voilà. Ça, c'est le message vraiment que j'avais envie de vous apporter sur la présentation du service civique. Et sachez que nous sommes toujours ouverts à Unicité en tant qu'association militante pour vous répondre n'importe quand si vous avez besoin de conseils, si vous avez... voilà, on ne va pas se substituer du tout au service de l'État, ça reste un dispositif de l'État bien évidemment, mais si vous avez envie voilà, de savoir ce qu'on fait dans nos équipes, avec l'accompagnement au projet d'avenir, qui est très important dans le service civique, parce que ça ne reste qu'une étape de vie, hein. Il y a un après-service civique, donc il faut le préparer, ne pas laisser les jeunes partir après dans la nature sans rien, mais vraiment muscler un petit peu leur projet d'avenir et les accompagner aussi sur les formations civiques et citoyennes. C'est un temps qui est non seulement obligatoire, mais qui est hyper important. Il y a 2 jours de formation civique et citoyenne, plus un 3e jour de PSC1, donc premier secours. Ces journées sont fondamentales parce qu'elles permettent aux jeunes de prendre un temps de recul et de réfléchir sur la société française, les valeurs de la République, sur la démocratie, sur la lutte contre les discriminations, sur l'égalité femmes-hommes, voilà, sur tout un tas de choses qui nous préoccupent aujourd'hui. Et on a besoin que les jeunes prennent ce temps de réflexion et effectivement avec des méthodes d'éducation populaire, de les aider à prendre du recul, à déconstruire parfois des préjugés et ensemble effectivement à être dans la réflexion collective pour avancer. Voilà, donc souvent ils ressortent plus avec davantage de questions qu'auparavant, mais c'est ça qui est bon et c'est ça qui est bien. Voilà, j'arrête là parce que je suis très prolixe et donc je passe la parole à Pauline. Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Pauline. Donc je suis volontaire en service civique à Unicité. Donc l'année dernière, j'étais étudiante. Je suis toujours étudiante, mais en fait cette année, je voulais faire une année de césure pour donner de mon temps, être utile et faire des choses bien, cool, voilà. Donc moi là, je suis volontaire en service civique chez Unicité. Je suis dans un programme en fait qui en englobe 2, on va dire. Donc il y a le programme Booster et Intergénéreux. Donc le programme Booster, ça va être en fait des jeunes mineurs qui vont être avec nous, qui vont effectuer aussi un service civique. Donc ils vont faire les mêmes choses que nous. Donc on va être dans des associations, donc aider dans les associations. Donc en fait ces mineurs sont en décrochage scolaire, merci. Donc voilà, en fait, cette année, ça va les aider à leur redonner confiance, à être avec nous. Et en fait, on va les aider à ce qu'ils réintègrent à la fin de l'année ou l'année prochaine, à ce qu'ils réintègrent un cursus scolaire. Voilà. Et après, donc le côté intergénéreux. Donc en fait, on est en binôme. Donc le groupe, on est tous séparés, donc voilà, en binôme. Et on va rendre visite à des personnes âgées en isolement. Donc chez eux, à leur domicile. Donc voilà, selon leur envie, les faire sourire, parler de leur vie, qu'on discute ensemble. S'ils ont envie qu'on fasse un repas ensemble, on va faire le repas ensemble, manger ensemble. S'ils veulent aller faire les courses au marché, parce que maintenant, beaucoup de personnes âgées ne sortent plus de chez eux parce que justement, ils ont peur de ne pas pouvoir sortir ou prendre le bus. Comment? Donc nous, voilà, notre but, ça va être aussi de leur montrer quoi faire. Il y a beaucoup de structures aussi dans chaque ville qui font des choses pour les personnes âgées, comme des journées à faire des jeux de société ou des ateliers cuisine. Donc voilà, leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a des structures qui font des choses pour eux. Et après, voilà, on est aussi dispatchés donc, dans des EHPAD ou dans ces structures-là. Moi, personnellement, je suis en binôme avec un garçon qui s'appelle Evan et nous, on est à la Maison des Seniors à Dijon, parce que voilà, je fais mon service civique sur Dijon. D'autres sont dans des comment ça s'appelle, pas des foyers, mais un peu, voilà, des maisons de retraite, des EHPAD, enfin bref, tout ce qui touche aux activités pour les personnes âgées.
Donc voilà, nous sommes tous ensemble. Comme disait Marie-Laure, effectivement, on est très, très, très unis. C'est vraiment notre but pour les mineurs aussi, c'est ce qui va les aider, je pense, à ce qu'on soit tous ensemble. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Alors, moi, je représente l'État en fait et je développe le dispositif du service civique à l'échelle du département. Et effectivement, je tenais à signaler qu'effectivement, en Saône-et-Loire, on est à 345 jeunes actuellement en service civique sur le département, dans tout domaine confondu. Et il faut se développer ce dispositif pour les jeunes parce qu'ils ont toute leur place dans notre société. Et on le développe principalement en solidarité, nous dans 9 domaines bien différents, bien distincts aussi. Et tous les jeunes décrocheurs, donc de 16 ans décrocheurs à 24 ans, bac plus 4, bac plus 5, tous les jeunes sont intéressés par ce dispositif, ne serait-ce que pour avoir soit soit une année de césure, on donne de son temps. Ils ont vraiment envie de donner de leur temps, en fait, ces jeunes, et de trouver leur voie, en fait. Ils viennent en service civique réellement pour trouver une voie, en fait. Il y en a beaucoup, de plus en plus, qui font des études, qui arrêtent pour dire, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Et puis il y a toute une partie de décrocheurs, et là on est là pour les aider, ceux-là. Et c'est les associations, c'est les collectivités territoriales qui se mobilisent pour les accompagner, et puis pour les tirer, les valoriser, et puis les faire rebondir. Donc ce qui est intéressant ici à Monceau en plus, c'est vous êtes nombreux effectivement à accueillir des jeunes en service civique. J'en ai plus de 30% à Monceau. Donc pour montrer à quel point la ville de Monceau est mobilisée, le CCAS, la collectivité, toutes les associations de loi de 1901. Il y a énormément de jeunes en dispositif service civique ici, donc félicitations à vous. Bon, bah, écoutez, on va laisser la place à la prochaine table ronde. On a un peu de retard, on s'excuse. Merci pour votre attention.